Zbor deasupra unui cuib de coach. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale. Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să rămâneți printre coach. Alături de mine se află un invitat special, unul din cei mai buni coach din Franța. Filip Brozinski face parte dintre cei care scriu istoria meseriei pe care o practică. Este coach, dar nu unul oarecare. Este primul european care a obținut titlul de Master Certified Coach de la Federația Internațională de Coaching din Statele Unite, această meca a coachilor din toate colțurile lumii. Filip Brozinski este autorul cărții Coachingul de-a lungul culturilor, care a devenit o referință recomandată de Harvard Business School. În 1999 a fondat rețeaua Rosinski & Company și predă un program de MBA la Tokyo și unor la Praga. La București a venit pentru a 11-a conferință anuală a Federației Internaționale de Coaching din România. L-am invitat în studioul RFI România pentru a ne împărtăși din experiențele lui. Această emisiune este realizată în limba franceză. Philippe Brozinski, soyez le bienvenu dans le studio RFI Roumanie. Vous êtes venu à Bucarest pour la conférence annuelle de la Fédération internationale de coaching de Roumanie. On va parler évidemment de coaching et de culture dans cette émission réservée au coaching. Nous l'avons d'ailleurs baptisé Vol au-dessus d'un nid de coach. Juste pour faire un peu fou, parce que bon, en France on dit déjà qu'ils sont un peu fous ces Roumains. Vous avez marié le coaching à la diversité culturelle. Vous avez beaucoup voyagé et croisé beaucoup de cultures différentes de la vôtre. Avant de parler de coaching, dites-nous comment vous trouvez le pays de Dracula. Quel effet vous fait-il? Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à être ici. Il ne m'a pas fait peur, comme on aurait pu le croire en pensant à Dracula, mais plutôt un accueil extrêmement chaleureux. Et il y avait un esprit de bienveillance, de curiosité lors de cette conférence à laquelle j'ai eu le plaisir de participer. Donc je suis ravi d'être ici. Vous vous êtes penché sur les différences culturelles pour les connecter au coaching. En général, quand on parle de culture, tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est. La culture semble vraiment être une évidence. C'est une conviction très répandue. Mais tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est. Mais pour vous, c'est quoi la culture? Déjà, c'est une bonne question parce que souvent, merci de me poser cette question, parce que souvent quand les gens pensent à culture, ils pensent à des pays différents, et quand on va parler de coaching interculturel, on va donner des conseils. Si je vais, par exemple, en France, ou si je vais aux États-Unis, ou si je vais en Russie, il y aura certaines différences que je vais rencontrer ici. Pour moi, la culture, c'est les caractéristiques d'un groupe qui distinguent ce groupe d'un autre groupe. Et on a tous plusieurs cultures. On peut être roumain, on peut être un homme d'une certaine génération, d'une certaine profession, dont on a tous plusieurs cultures. Et les cultures, en fait, que nous avons, c'est un ensemble de caractéristiques qui sont des caractéristiques à la fois visibles, nos comportements visibles, mais aussi les normes, les croyances, les valeurs qui sont là, invisibles, mais qui vont néanmoins avoir un impact sur nos façons de nous comporter. Et il y a un certain nombre de différences qu'il est intéressant de connaître. Enfin, on va sûrement en parler dans un instant, mais c'est à ça que je me suis intéressé, de prendre conscience du fait que nous avons différentes façons de penser, de communiquer, de gérer le temps. Et qu'en s'intéressant à ces différentes façons de communiquer, générer le temps, penser, on peut ouvrir le champ des possibles. Vous avez écrit un livre, je vais le dire en anglais, Coaching Across Culture. Vous racontez quoi dans ce livre? Dans ce livre, c'est vraiment l'idée de dire les différences sont une source de richesse, en tout cas peuvent être une source de richesse à condition de tirer parti de ces différences. Et le but du coaching interculturel, c'est de montrer comment on peut vraiment tirer parti de ces différences culturelles à différents niveaux. Au niveau interpersonnel, aussi au niveau des équipes, comment tirer parti de la diversité des équipes pour plus de créativité, plus d'innovation, plus d'impact. Aussi au niveau des entreprises, des organisations. Par exemple, dans le cadre de fusion et d'acquisition, souvent l'échec est au rendez-vous parce que la diversité culturelle n'est pas suffisamment prise en compte ou pas prise en compte du tout. Quand à l'inverse, on arrive à tirer parti de ces différences, ça peut devenir du coup un succès, une source d'enrichissement. Donc le livre est vraiment axé sur cette idée-là, s'enrichir à partir des différences culturelles.
Et l'idée vous est venue comment de connecter le coaching avec la culture? Parce que, en fait, bon, le coaching, c'est un métier qui est assez jeune, hein, officiellement, on va dire. Bon, déjà, si on lit les dialogues de Platon, par exemple, quand on voit les dialogues de Platon avec Socrate, on se dit, mais c'est des séances de coaching extraordinaires, en fait. Donc, le métier, il est pratiqué depuis qu'on existe sur Terre, quoi, en fait. Mais il est pratiqué d'une manière systématique, institutionnalisée depuis peu de temps, en fait. Et on essaye, il y a beaucoup de tentatives de créer des nouveaux angles dans ce métier. Et vous avez apporté cet angle de connecter le coaching à la culture. Comment vous êtes venu cette idée? Le constat, ça fait déjà depuis presque 30 ans que je fais du coaching et j'ai commencé à faire du coaching comme M. Jourdain faisait de la prose, si je simplifie très fortement. C'est-à-dire que je me suis mis à accompagner des personnes dans la durée et c'est seulement a posteriori, quand j'étais invité à une conférence, que je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était du coaching. Et j'ai eu l'occasion de découvrir ce qui avait été fait principalement aux États-Unis, où il y a eu un rôle de pionnier en matière de coaching tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ce qui m'a frappé, c'est que cette dimension interculturelle n'était pas prise en compte. Et c'est vraiment un problème parce que, par exemple, j'étais à cette conférence d'ICF, International Coach Federation. J'ai beaucoup de respect pour cette association qui a 11 compétences clés de coaching. Une des compétences clés, c'est la communication directe. L'idée, c'est, si je veux être un bon coach, j'ai intérêt à dire les choses clairement. J'ai une amie aux États-Unis qui dit être clair, ce n'est pas suffisant, il faut être blunt, c'est-à-dire il faut faire vraiment du rentre-dedans. Alors, c'est bien parce que ça a le mérite que les choses soient dites, que les choses soient claires, mais je suis également aujourd'hui professeur au Japon, dans une business school au Japon. Si je ne fais que de la communication directe, je risque d'offenser les personnes, de leur faire perdre la face, et la communication va s'arrêter là. Donc voilà un simple exemple où, si je dis que la communication doit être directe et je ne prends pas en compte la notion de, par exemple, veiller à ne pas heurter l'autre, à ne pas offenser, à ne pas faire perdre la face. Si je ne prends pas en compte cette notion, je risque de ne pas être aussi efficace dans certains contextes. Donc pour moi, voilà un seul exemple, mais l'idée, ça a été d'inclure de manière systématique cette dimension interculturelle dans le coaching, plutôt que de considérer que le coaching made in USA avait nécessairement une portée universelle. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Vous enseignez dans plusieurs grandes capitales, hein, de Tokyo, parfois à Prague. Vous avez affaire à des publics très différents. Ça ne vous donne pas parfois le vertige? Je ne sais pas, vous faites comment quand vous avez l'impression que vous ne savez plus où vous êtes? Vous vous réveillez le matin, vous vous posez la question, mais où est-ce que je suis là? Déjà pour moi, je pense qu'une attitude interculturelle, c'est un plaisir, une curiosité à découvrir d'autres cultures. Donc moi, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai un vrai plaisir de me trouver dans d'autres univers, d'aller à la rencontre d'autres personnes. Je pense que ça, c'est déjà la base. À partir du moment où on a cette attitude-là, je pense que après, on peut continuer à apprendre, on va continuer à apprendre toute sa vie. Mais ça, c'est déjà la base. Aussi, l'autre attitude, c'est pour moi, dans chaque culture, de voir qu'est-ce qui est intéressant, non seulement qui aide les gens dans ce pays-là ou dans ce contexte-là à fonctionner, à vivre, mais qu'est-ce que moi je peux apprendre de ces personnes qui vont non seulement m'aider à être un meilleur coach, mais aussi peut-être un meilleur être humain. Donc je viens avec une attitude de curiosité, une envie d'apprendre, et ça, souvent c'est communicatif, parce que si on s'intéresse, et ça doit être sincère, vraiment sincèrement aux personnes, elles auront tendance, elles aussi, à s'intéresser davantage à nous, et donc c'est chaque fois un plaisir. Et dans chaque endroit, je pense qu'il y a des choses intéressantes à découvrir. Enfin, il y a des exceptions, mais des endroits peut-être plus problématiques, mais la plupart des endroits, en tout cas, il y a des choses formidables à découvrir. En fait, en vous écoutant, je me disais que la relation avec l'autre, c'est une sorte de révélation. En fait, c'est la relation à l'autre qui nous révèle qui nous sommes, parce que on a besoin de cette relation quelque part dans l'adversité, pas dans l'adversité, mais dans la différence, parce que si je ne vois pas mes différences par rapport aux autres, c'est paradoxal en quelque sorte. C'est ces différences-là qui m'aident à mieux me saisir, en fait. Oui, c'est vraiment une remarque tout à fait pertinente, parce que toutes ces différences, elles existent déjà en nous, de façon cachée, de façon latente. Et c'est vrai qu'au travers de cette rencontre,
je vais découvrir une partie qui existait en moi, mais dont je n'étais même pas forcément conscient. Et c'est vrai que dans mes 2 livres, donc le coaching interculturel, comme le dernier livre, Leadership et Coaching Global, je mets vraiment en avant cette notion de se découvrir au travers de la rencontre que je peux avoir avec l'autre. Au travers de cette rencontre, je vais découvrir des facettes de ma personnalité dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et ça, c'est très différent d'une notion plutôt statique, figée de la culture. Parfois, des gens ont dit « je suis de tel pays ou de telle religion ou de telle génération, donc je suis comme ça ». C'est un peu dommage de se restreindre de cette façon. Il ne s'agit pas de renier ses origines ou les différents groupes culturels auxquels on appartient, mais tout en cultivant la richesse de nos cultures, on peut continuer à apprendre des autres et ainsi, toute notre vie, continuer à apprendre, à découvrir d'autres parties de nous-mêmes et ainsi mieux entrer en relation avec les autres. Ça me fait penser à la racine latine du mot raisonner, parce que quand vous dites que l'autre me fait découvrir, la différence par rapport à l'autre me fait découvrir les différences que j'ai déjà en moi-même. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si je comprends bien, quand je suis dans le rapport avec l'autre, il y a quelque chose qui résonne. Il me fait raisonner à quelque chose. Il y a quelque chose en lui qui résonne en moi. Et en latin, la racine du mot, c'est résonne. La racine de la résonance, c'est résonne. Et résonne, c'est aussi la racine du mot raison. C'est une racine commune. Donc, comprendre, c'est raisonner. Donc, je raisonne à l'autre et je me comprends. Absolument. C'est beau, ça. Absolument. C'est-à-dire que un des points importants dans le coaching, c'est de mieux se connaître. Et on peut mieux se connaître de différentes façons. Alors, je ne sais pas si c'est le sujet qu'on peut aborder maintenant, mais au-delà de l'aspect interculturel, dans le 2e livre que j'ai écrit, je parle de coaching global, où il s'agit de se connaître sous des angles variés qui vont du physique jusqu'au spirituel. Et au plus on se connaît, au plus je pense qu'on peut ouvrir de nouvelles possibilités pour plus d'épanouissement, plus de performance, plus de bonheur aussi en quelque sorte. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Votre livre peut être une réponse à ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, vous ouvrir un peu les yeux sur alors je n'ai pas la prétention que le livre va être la panacée universelle et va empêcher toute une série de tous les conflits qui pourraient survenir. En revanche, je pense que là où le livre peut être une réponse, c'est qu'il y a des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Alors on peut s'en faire, se lamenter par rapport à tout ça. Le livre, c'est plutôt une invitation à agir là où on peut agir. Et je pense que chacun à notre niveau, on peut faire une différence, déjà en prenant pleinement notre responsabilité. Mais si je veux être pleinement responsable dans ma vie et avoir un impact positif, constructif autour de moi, souvent, ça implique de faire un travail sur soi. Parce que c'est plus facile de se plaindre et de vouloir changer les autres. Si je veux changer le monde, j'ai intérêt à être prêt d'abord à me changer moi-même. Pas changer fondamentalement qui je suis, mais enlever tout ce qui m'empêche finalement de pouvoir bâtir des relations constructives avec autrui, de changer certaines croyances limitantes qui m'empêchent de vivre pleinement ma vie et d'apporter une contribution utile aux autres et à la société. Et ça fait partie du travail de coaching, en particulier de cette approche globale du coaching que je mets en avant, c'est-à-dire au-delà du coaching traditionnel, c'est une approche intégrée du développement humain qui permet d'appréhender au mieux la complexité. Et voilà, inviter chacun à être pleinement responsable et donner les moyens pour cela. Ça, c'est l'idée. C'est déjà pas mal parce que cette ambiance de retour en arrière, ça crée quand même beaucoup de dépression dans le monde. Il y a de plus en plus de gens déprimés un peu partout dans le monde. Et il y a ce sentiment d'impuissance de qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle individuelle. On se sent écrasé par quelque chose qui nous dépasse. Et je pense que c'est assez fondamental de redonner un peu d'espoir aux gens, de faire comprendre que finalement, oui, on peut changer le grand monde si on fait des petits changements déjà dans notre petit monde à nous, quoi. Exactement. Déjà, je pense de prendre conscience que
si je fais ce qui peut apparaître comme dérisoire, une petite différence autour de moi, déjà j'ai joué mon rôle. Si je peux citer, dans le Talmud, il y a l'idée que celui qui sauve un homme sauve l'humanité entière. Alors on peut croire ou ne pas croire à ça, mais j'aime bien l'idée que rien n'est dérisoire. Si j'apporte ma pierre à l'édifice, ça mérite vraiment beaucoup de respect et ça me donne aussi davantage de sens à mon existence. Donc ici, dans le coaching, c'est de voir qu'est-ce qui est possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Quand j'accompagne que ce soit des personnes individuelles ou des managers, ils sont dans un contexte. Il y a des choses qu'ils peuvent faire, des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais on va examiner quelles sont les options qu'ils ont aujourd'hui à leur disposition. Et souvent, elles sont bien plus importantes que ce qu'ils ou elles imaginaient au départ. Et en fonction de ça, on va prendre des décisions et des actions qui vont nous permettre de trouver davantage de sens à notre vie et d'apporter notre pierre à l'édifice pour aider nos entreprises à être plus efficaces, mais au-delà de ça, à construire un monde meilleur aussi. Je pense qu'on est un peu privilégié quand même, nous, en tant que coach, parce que c'est clair que le besoin de coaching, il est en train d'augmenter, enfin, les gens, de plus en plus de gens, de sociétés, d'organisations ont besoin de coaching. Et il y a quelque chose de noble dans ce métier, quoi. C'est dans ce sens-là que je trouve qu'on est quand même privilégié. Absolument, je me sens extrêmement privilégié, mais ce que je constate, c'est que au départ, le coaching, il y a 30 ans, on se demandait est-ce que ça allait continuer. Moi, j'ai toujours cru que, franchement, c'est là pour durer. Et donc, je suis ravi de voir que le coaching, c'est vraiment institutionnalisé. Il existe de plus en plus de programmes, y compris universitaires, de coaching. Ce qui manque encore aujourd'hui, c'est une formation au coaching au plus jeune âge. Alors, j'ai eu l'occasion au Japon d'intervenir, mais c'est assez exceptionnel, auprès d'enseignants, donc dans un lycée, qui souhaitaient mettre le coaching global comme partie intégrante du cursus pour des lycéens. Pas mal. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire parce que, je ne sais pas comment c'est en Roumanie, mais en Belgique ou dans la plupart des pays que je connais, on apprend des choses très intéressantes au lycée, des mathématiques, de l'histoire, on apprend de la chimie, de la physique, etc. Mais ce qu'on n'apprend pas typiquement, c'est les relations humaines. Comment agir de manière pleinement responsable, comment bâtir des relations constructives avec autrui. On n'apprend pas non plus à connaître, à comprendre les différences culturelles et à utiliser ces différences culturelles comme source de richesse. On n'apprend pas non plus à voir qu'est-ce qui va faire, comment est-ce que je peux trouver du sens dans ma vie, comment est-ce que je peux apprécier déjà ce que j'ai aussi, plutôt que de sans cesse vouloir ce que je n'ai pas et être malheureux. Donc l'idée, c'est à la fois de pouvoir être ambitieux, oui, et de vouloir réaliser des choses, tout en appréciant ce qu'on a déjà, que parfois on considère comme allant de soi. Aussi, c'est aussi une des dimensions dans le coaching global, c'est la perspective physique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être en bonne santé, au niveau de l'alimentation, de l'exercice physique, pour être en bonne forme, plutôt que de considérer que voilà, on ne doit pas s'occuper de ça et espérer de rester en forme, mais sans nécessairement mettre les moyens. C'est des choses qui ne sont pas suffisamment enseignées. Mais à l'inverse, si c'était enseigné, je pense qu'on aurait des citoyens qui seraient mieux aptes à exercer leur rôle. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Vous avez touché quelque chose qui m'intéresse beaucoup, Philippe Rosinski. Les différences culturelles nous donnent une identité qui nous sépare de l'identité des autres qui, eux, vivent dans une culture différente de la nôtre. La culture semble être aussi un moyen qui sépare les gens. En même temps, on dit que la culture nous rassemble. N'est-ce pas un paradoxe, là? C'est peut-être un problème si on est dans une vision binaire, une pensée binaire héritée d'Aristote et le principe du tiers exclu. S'il y a deux propositions contradictoires, si l'une est vraie, l'autre doit être fausse. On a souvent tendance à penser en termes de « ou ». Et c'est vrai que si on pense en termes de « ou », les divisions vont se perpétuer. Donc mon invitation, c'est de penser de manière plus dialectique, plus en termes de « et ». Donc, il ne s'agit pas de renier ma culture. En même temps, donc, j'ai mes préférences culturelles, une certaine façon de penser, de communiquer, par exemple, de gérer le temps, et je peux enrichir cela en apprenant des autres. Je peux peut-être donner un exemple. Si je considère que le temps est rare, il n'y a jamais assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire,
je vais du coup apprendre à être très efficient, à faire beaucoup de choses en peu de temps. Et je risque d'être dans un mode où je deviens de plus en plus productif, mais j'ai l'impression de vivre à 100 à l'heure, de m'essouffler et de me demander à quoi bon tout ça, parce que je cours après le temps. C'est là que c'est intéressant de se rendre compte que le temps peut être aussi perçu comme une ressource abondante. C'est notre vision culturelle, le temps comme denrée abondante. Si je considère que le temps est abondant, je peux ralentir, je peux prendre le temps, et en prenant longtemps, je peux paradoxalement mieux apprécier la rareté du temps. C'est en ralentissant, en prenant longtemps que je peux mieux apprécier la rareté du temps. Et là, je peux devenir non pas efficient, mais efficace, c'est-à-dire que je fais ce qui compte vraiment, parce que j'ai pris du recul et je vois ce qui est réellement important. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne doit pas être l'un ou l'autre. Je peux à la fois être efficient, faire les choses bien, et être efficace, faire les bonnes choses, c'est-à-dire mettre mon énergie là où ça fait une différence. Donc, prendre ce recul, ralentir, c'est important. Et en même temps, ça ne dispense pas d'être aussi efficient. Vous voyez, et c'est cette combinaison qui permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, ce n'est pas toujours possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi, ce que j'essaie de faire avec ce coaching interculturel, c'est le plus possible tirer parti des différences pour que les gens aient le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi pas Dans la physique quantique, quand c'est possible. On dit qu'on peut être à la fois particule et onde, donc pourquoi pas ne pas avoir les deux, donc c'est possible. Mais c'est vrai aussi, par exemple, si on prend une fusion, une acquisition au niveau d'entreprise, si je suis là, l'entreprise qui a fait l'acquisition d'une autre entreprise, et je viens là de manière dominatrice, de dire ça va être ma culture et votre culture n'est pas très intéressante, les gens vont se sentir aliénés, vont ne pas se sentir respectés. Et soit ils vont quitter l'entreprise, soit ils ne vont pas être vraiment engagés dans le nouveau projet commun. Par contre, si j'arrive là, je suis en charge d'une entreprise qui a fait l'acquisition d'une autre entreprise, en disant, nous on a une culture qui est intéressante, qui a amené pas mal de succès dans notre entreprise, mais on est intéressé par vos préférences culturelles, vos façons de fonctionner, vos façons de vous organiser. On a beaucoup de respect pour ça, pas simplement du respect, mais on veut apprendre de vous aussi. Si je suis dans cette attitude-là, les autres vont avoir plus tendance aussi à s'intéresser à moi, et c'est là qu'on peut bâtir de l'unité, de l'enrichissement mutuel. Voilà, ça c'est avec la perspective culturelle, mais dans le livre sur le leadership et coaching global, il y a encore d'autres pistes de développement humain. Par exemple, sur le plan psychologique aussi, on peut apprendre de différentes perspectives psychologiques et se donner de plus en plus de moyens d'utiliser au mieux notre potentiel humain. Plutôt que dans des querelles de clochers, psychanalyse qui critique la psychologie comportementale, qui critique la psychologie positive. Ici, pour moi, l'idée, c'est que chacune de ces écoles a quelque chose d'intéressant à proposer. À nous à avoir cette curiosité, cette humilité aussi d'être prêt à apprendre de ces différentes écoles. Et je dois dire que cette approche du coaching global, pour moi, c'est une manière aussi, si je puis dire, un peu égoïste de satisfaire ma propre curiosité. Parce que j'ai toujours... j'ai jamais aimé être mis dans une case, d'être un spécialiste dans tel domaine en me désintéressant du reste. Je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, où on fait face à beaucoup de complexité, si on n'est que dans son domaine, un expert dans son domaine, sans s'ouvrir à d'autres disciplines, on rate quelque chose, on rate d'autres opportunités d'apprendre et de nous enrichir. Et les défis complexes du monde actuel exigent un regard pluridisciplinaire, exigent de pouvoir appréhender la réalité à partir de perspectives multiples. Et donc il faut que notre démarche du coaching et du développement du leadership prennent en compte cette complexité et proposent aussi de regarder la réalité du leadership à partir de perspectives multiples. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Philippe Rosinski, je vais vous poser une question plus personnelle. Si vous n'étiez pas coach, vous seriez quoi? Si je n'étais pas... Alors, j'étais au départ, je peux déjà dire, au départ, moi j'ai fait des études de Polytechnique. Donc, je suis ingénieur et puis j'ai été à l'université de Stanford faire une maîtrise. Donc, j'ai déjà été autre chose que coach. J'ai déjà été ingénieur, manager, leader. Et donc, c'est une manière de répondre à la question. Mais ce que je ferais d'autre, aujourd'hui, je ne sais pas franchement, parce que je pense avoir trouvé
un métier qui est plus qu'un métier pour moi, qui est une vraie, je pense, vocation. J'ai un réel plaisir à exercer ce métier quand je vois surtout l'impact que ça peut avoir sur les personnes, un impact constructif. Donc ça, c'est extrêmement gratifiant et j'ai l'impression à mon niveau de faire un travail qui est utile pour les personnes, pour les équipes avec lesquelles je travaille. J'ai récemment pu travailler avec une équipe où il y avait un conflit entre deux fortes personnalités au sein de cette équipe. Et c'est dommage parce que cette entreprise fait un travail extrêmement utile dans la société d'aujourd'hui. Et donc, cette perte d'efficacité dans l'équipe empêchait cette équipe de réaliser pleinement sa mission. Au terme du parcours, qui n'a pas duré finalement très longtemps, ils se sont rendus compte qu'il y avait des incompréhensions ce n'était pas un problème vraiment de personnes, il y avait des incompréhensions culturelles, il y avait des pièges psychologiques dans lesquels ils étaient tombés, mais qu'ils ont pu dépasser. Et donc, ces personnes se sont non seulement rabibochées, mais en sont venues à pleinement s'apprécier. Et du coup, l'équipe est en position de pouvoir mieux réaliser sa mission. Et ça, c'est formidable quand même comme expérience. Ça aussi, c'est un privilège de voir le fait de ton travail presque en direct, quoi, je veux dire. Oui, là, c'était vraiment, je dois dire, le team leader, parce que c'était un problème qui durait déjà depuis des mois et des mois. À la fin, c'était que 2 journées, on va se revoir. Je disais, j'en reviens pas. Je ne pensais pas qu'en 2 journées, ça pouvait avoir un impact comme ça. Et donc là, c'est vrai que pour moi, c'est une source de satisfaction. Parce que ce que je vise, c'est pas simplement que les gens soient contents en termes d'un processus, parce que je vais les challenger, c'est un vrai travail qui est fait, mais que ça puisse avoir un impact véritable. Souvent, d'ailleurs, c'est un des soucis avec certaines formations, c'est que les gens peuvent être contents, c'est sympathique, mais les entreprises investissent beaucoup d'argent sans qu'il y ait nécessairement un retour dans les formations de leadership. Pour moi, ce qui compte, c'est que ça ait un véritable impact. Pas simplement un impact que les gens soient contents, mais que sur le terrain, il y ait des différences en termes de résultats. Ça peut être, par exemple, l'entreprise avec laquelle j'avais travaillé. Les gens se plaignaient parce que dès qu'il y avait de nouvelles positions de leadership qui s'ouvraient, l'entreprise allait recruter des gens à l'extérieur, ce qui coûtait très cher, mais qui est aussi très frustrant pour les leaders en place qui se disent « nous, on n'est pas assez bons. Moi, je pense que j'ai le potentiel, mais simplement, je n'ai pas eu l'occasion de me développer. » Et donc là, le programme, ça a été un programme sur mesure que j'ai eu l'occasion de développer et puis de mettre en œuvre. Au terme de ce programme, il y a eu de plus en plus de promotions internes, ça a été mesuré. Et donc ça rapporte de l'argent à l'entreprise parce que ça évite de devoir engager des gens de l'extérieur et aussi de perdre des gens de talent qui sont frustrés de ne pas avoir des opportunités de développement. C'est ça qui m'intéresse, pouvoir avoir un impact, et l'impact peut être de différentes natures, quoi. Le temps vole, on approche la fin de notre émission. Philippe Rosinski, une dernière question. Vous avez sûrement eu des moments de doute dans votre vie, des moments où vous n'avez peut-être pas su comment faire. Permettez-moi une question très directe. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait plus quoi faire? Qu'est-ce qu'on fait? Un moment, oui, j'ai eu des périodes de doute qui m'ont amené à un moment à faire ce changement très important dont je parlais. C'était maintenant, il y a déjà plus de 30 ans. Mais je pense que c'est de pouvoir accepter un moment de lâcher prise. Je ne sais pas. Et d'être prêt à se faire aider à ce moment-là et être prêt aussi à se remettre en question. Et à toujours avoir la foi que de nouveaux choix sont possibles. Même si on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, de pouvoir avoir la foi en soi-même et en la vie, que de nouvelles possibilités vont pouvoir émerger. Même si on ne voit pas encore ce qu'elles seront, de garder la foi, de continuer à apprendre et de trouver l'aide là où elle se présente. Et parfois, il y a ce phénomène de synchronicité qui se produit, dont je parle aussi dans le livre. C'est une vision, on est souvent dans une vision mécaniste du monde, et là, je parle d'une vision de la complexité, avec des phénomènes tels que la synchronicité, c'est-à-dire des hasards qui défient les lois des probabilités. Si dans ce moment de doute, parfois il y a des rencontres qui se font. Si je m'ouvre à ces rencontres, c'est des personnes qui peut-être sont là pour nous montrer le chemin ou un autre chemin. Si je m'ouvre à ça, de nouvelles possibilités peuvent se présenter à moi. Filip Rosinski, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați ascultat pe Filip Rosinski, un francez devenit referință mondială în lumea coachingului. Mai multe despre el puteți afla pe site-ul philrosinski.com, repet
philrosinski.com. Cărțile lui le puteți găsi la adresa www.globalcoaching.pro. Vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă de la 11:10. Să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Monica Grigoriu la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale.